Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux légendaires sortis dans Lorcana. Pour l'instant, on regroupe 5 chapitres qui sont sortis à ce jour et on va essayer de définir parmi toutes les légendaires qui sont sorties dans les 5 chapitres actuels quels sont les 10 meilleurs. Avant de passer au top 10, cette vidéo est sponsorisée par Labelcart. Labelcart, c'est quoi? C'est notre société de vente de TCG en ligne. Au moment où sort cette vidéo, les précommandes du chapitre 6 sont déjà disponibles sur notre boutique. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, eh bien vous pouvez le faire notamment en faisant vos précommandes TCG chez Labelcart. Le lien est en description. Vous pouvez tenter de remporter un booster ciel scintillant du chapitre 5. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager dans l'espace commentaire. Vous pourrez d'ailleurs me donner quel est, selon vous, votre top 10 des meilleurs légendaires du jeu. Autre sujet assez important, on est ce week-end au Lorca Quest. On sera sur place avec une régie pour pouvoir vous caster l'événement, le gros tournoi qui va se dérouler lors de cette convention du Lorca Quest. Ça se passera sur notre chaîne Twitch. Pareil, le lien est en description. Vous pourrez suivre tout le tournoi, que ce soit le jour 1 et le jour 2. Je serai accompagné de PL, mon acolyte sur la chaîne, mais aussi de Adibou et Maxi Lorcana pour nous aider à vous retransmettre cet événement. Ça va être exceptionnel. C'est les meilleurs joueurs de France, tous les créateurs de contenu qui sont réunis au même endroit pour participer à un tournoi de haut niveau. Nous, on essaiera d'avoir le cast le plus propre possible, sans aucun temps mort, avec pas mal d'interviews, vraiment un moment très vivant et extrêmement bien produit. C'est important que nos casts puissent parler à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui regardent la chaîne et qui pensent que les tournois compétitifs, c'est pas forcément pour eux. Le tournoi compétitif, de la manière dont nous on le voit sur ValetPL, c'est vraiment la vitrine du jeu. C'est un petit peu comme ceux qui vont regarder les matchs d'équipe de France à la télé. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer du foot à haut niveau pour apprécier ces grands événements. Et donc on vous invite à venir sur notre chaîne Twitch ce week-end pour regarder le cast, partager cet événement communautaire avec nous. On essaiera de vulgariser, d'être le plus compréhensible possible pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe à l'écran et voir notamment les meilleurs joueurs s'affronter sur Lorcana. C'est important pour nous, ça nous tient à cœur de pouvoir réunir tous les types de joueurs et tous les profils sur nos casts, sur nos événements. C'est ce qu'on fait notamment sur Magic depuis des années et maintenant on est caster officiel français pour Wizard of the Coast et on espère bien pouvoir essayer d'appliquer la même recette à nos casts Lorcana. Donc on vous attend nombreux, le lien il est dans la description. Ça commencera samedi matin et ça se déroulera sur l'entièreté de la journée, et pareil pour le dimanche. Bon, maintenant, c'est la fin de cette introduction, on passe directement dans le top 10. Alors déjà, en préambule, je préfère mettre un disclaimer. Ce top 10 n'est que mon avis, il ne reflète absolument pas une vérité absolue. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. L'exercice sert surtout à discuter et à parler de l'Orcana, partager ma passion. Si jamais vous n'êtes pas d'accord ni avec la présence des cartes dans le top, voire avec leur classement, et bien justement, il y a l'espace commentaire pour le dire. Le but, c'est d'amener un échange et une discussion autour de notre passion commune. Autre sujet, je fais ce top 10 légendaire peut-être pour apporter des informations à ceux qui ne suivent pas forcément le compétitif, et donc ça vous permettra peut-être de savoir vers quel légendaire vous devriez vous diriger pour pouvoir acquérir ces cartes-là et faire vos premiers tournois boutiques. Cela dit, dans l'Orcana, on a quand même une chance, et je préfère le préciser, c'est que les légendaires ne sont pas structurantes des meilleurs jeux du metagame. Quand vous regardez tous les decks les plus performants, certains n'ont pas de légendaire, certains n'ont qu'une seule légendaire. Les très bons decks ont peut-être 2 ou 3 légendaires grand maximum. On a la chance que l'Orcana ne soit pas un pay to win et que les meilleures cartes ne soient pas forcément les cartes les plus rares. Vous avez énormément de decks qui sont composés seulement de communes, de rares, de peu communes, de quelques super rares. Et je voulais le mentionner parce que c'est hyper important et c'est super intéressant que l'Orcana mette en avant toutes les raretés dans son gameplay compétitif. Allez, top 10 pour moi ici, c'est Maléfique Dragon, présente depuis le set numéro 1. Elle a totalement disparu des decks violet-rouge, c'est pour ça qu'elle se retrouve reléguée qu'à la 10e place, mais elle est toujours structurante des decklists bleu-rouge, decklist bleu-rouge qui est le meilleur deck du format actuellement, et toutes les decklists bleu-rouge jouent entre 2 et 4 Maléfique Dragon. Ça reste une très très bonne carte de late game qui est ancrable et c'est très important pour les decks bleu-rouge. Donc on peut très largement la jouer en ressources au début de partie et en fin de game c'est la gestion la plus polyvalente du jeu. On va pouvoir bannir n'importe quel personnage tout en ayant en plus un body intéressant sur le board qui a beaucoup de statistiques, qui peut aller challenger n'importe quel personnage et qui va pas se prendre de Medusa par exemple. Donc ça reste quand même une légendaire très intéressante. Vous allez voir qu'il y a pas mal de légendaires du set 1 qui sont présents dans ce top. À la 9e place, c'est Clarabelle. Et Clarabelle, c'est presque
Un désaveu de l'avoir à cette 9e position, parce qu'à la sortie du 7-5, on pensait que l'Arabelle serait hyper jouée. Finalement, elle est un peu testée dans les decks vert-gris, pas forcément validée. Elle est jouée de manière par contre très régulière dans les decks violet-vert, qui sont de très très bons decks du metagame. C'est une carte qui est très puissante. Vous allez voir que la plupart des personnages légendaires qui ont des effets shift avec des supports d'altération de bonne qualité sont dans ce top 10 et Clarabelle, elle en fait partie. Elle a des Clarabelle qui se jouent à 1 et à 3 mana qui sont des cartes intéressantes dans le gameplay et qui en plus te permettent de shifter celle-ci pour 5 mana avec des stats très corrects, 5 d'attaque, 6 de défense, ça prend pas Medusa, ça l'or pour 2 et en plus c'est un effet de value quand ça touche le board qui est vraiment très puissant. C'est à la fin du tour son effet qui va se déclencher, donc ça laisse pas un tour à l'adversaire pour la gérer, vous allez directement pouvoir piocher vos cartes. Plutôt une carte intéressante qui, à mon avis, ne cessera de prendre de la valeur au fil des extensions qui vont sortir et surtout au fil des nouvelles Clarabelle qui seront éditées. Ursula la chanteuse, pour 3 mana, la 2-3 qui l'or pour 1, mais son effet le plus important, c'est surtout d'être capable de doubler les effets des chansons qu'elle va chanter. Et en plus de ça, la chanson chantée va aller à la fin de notre deck, ce qui, entre guillemets, nous permet aussi de ne pas subir potentiellement la meule des decks adverses. Ça, c'est assez rare, c'est assez corner case. L'idée, c'est surtout de pouvoir doubler toutes les chansons que Ursula va chanter. Et à ce compte-là, bah, c'est extrêmement puissant. Elle peut doubler des chansons qu'elle aurait chantées, notamment en Sing Together, donc en collaboration avec d'autres chanteurs sur des chansons qui peuvent se chanter à plusieurs. Mais c'est surtout l'intérêt ici, c'est de doubler des chansons à 3 mana qui vont être ou des chansons qui vont interagir avec le board adverse ou alors nous faire piocher. Et dans ce cas-là, de pouvoir les doubler avec cette carte-là, c'est extrêmement puissant. C'est une carte qui a été, dès qu'elle a été révélée dans le chapitre 3, extrêmement jouée et populaire, qui a fini petit à petit par décliner un petit peu au fur et à mesure du chapitre 4 et du chapitre 5 pour revenir un petit peu en force récemment avec le deck vert-gris de Zansayed. Dans tous les cas, que le méta lui soit favorable ou pas, ça reste une des légendaires les plus puissantes du jeu. Elle est ancrable, elle coûte peu cher et elle a un effet déterminant qui fait que votre adversaire doit la gérer dès qu'il la voit sur le board. Très bonne légendaire évidemment, c'est tout ce qu'on demande. Seul légendaire qui n'est pas un personnage, le Lucky Dim. Lui, il coûte 7, il est non ancrable, on peut l'engager pour 2 et on peut choisir un de nos personnages pour gagner un nombre de l'or égal à sa puissance. En soi, la carte, elle n'est pas très puissante, elle n'est pas indépendante, mais elle est devenue structurante et déterminante des meilleurs decks du format. Bleu-gris et bleu-rouge n'existeraient probablement pas sans ce Lucky Dime. Il est tellement populaire et il est tellement impactant dans les parties compétitives du jeu actuellement qu'on était obligé de le faire rentrer dans ce top 10, même si de manière juste indépendante, pour moi, c'est une des cartes les plus faibles de ce top 10. Mais voilà, Lucky Dime beaucoup trop présent, beaucoup trop impactant actuellement pour ne pas le mentionner. Pareil, le downfall un petit peu de cette beast qui aurait pu être beaucoup plus haut dans le top si on faisait ce top il y a quelques chapitres de cela. Actuellement, la carte n'est plus jouée que dans les decks vert-gris, qui sont quand même des très bons decks du metagame, mais la carte a totalement disparu de tous les autres decks gris, déjà parce que violet-gris existe peu, et parce que Amber Steel Song a beaucoup mieux à jouer que lui. Ça reste une carte très puissante, qui est ancrable, qui a de bonnes statistiques, qui l'or pour 2, qui peut se shift pour 3, c'est intéressant notamment pour le mettre sur un morph qui aurait été joué autour d'eux. Et puis en plus, bah, voilà, on a cet effet de value qui nous permet de piocher des cartes tous les tours si jamais on décide de ne pas partir à l'aventure avec lui et que l'adversaire n'arrive pas à lui mettre de dégâts. C'est une carte qui permet de bien grinder et de bien prendre l'avantage sur le mid-game, le milieu de la partie. Après voilà, c'est une carte qui est assez fair. On n'a pas de très très bonne beast sur laquelle shift, donc on est obligé de le jouer dans des jeux qui joueraient morph, ce qui limite entre guillemets sa présence dans les decks actuels, et elle a 3 d'attaque, ce qui lui permet d'être très sensible à Medusa. Donc c'est une carte qui est à la fois très puissante, mais qui est très facilement contrable, d'où sa présence actuellement en top 6. Diablo, pareil, si on avait fait stop au chapitre 4, il aurait été beaucoup plus haut, mais actuellement, il n'est plus joué dans les decks vert-violet, qui ont moins un parti pris tempo et plutôt un parti pris mid-range, et qui comptent pas forcément sur le fait d'altérer Diablo, qui n'ont pas envie de jouer beaucoup de chansons, parce que le coût en deck building d'avoir Diablo dans ton deck, il est quand même assez impactant. Par contre, il est revenu sur le devant de la scène avec les decks vert-gris notamment, les decks vert-gris discard. C'était une carte qui était très forte au chapitre 4 en association avec Bucky, là qui est quand même un petit peu moins utilisée. Elle est aussi très très jouée et déterminante du plan de jeu de Lemon Lime, le deck vert jaune qui essaye de chanter des chansons. Ça reste une carte qui est très puissante, qui, si l'adversaire ne la gère pas, va générer beaucoup de cartes advantage très rapidement au début de la partie. Cela dit, son effet shift est quand même assez impactant, ça va nous demander de faire du carte désavantage, et tant qu'on n'aura pas pioché la première carte de l'effet de Diablo, on n'aura pas compensé cette perte-là.
et c'est une carte non ancrable avec des stats très très faibles. Donc voilà, elle est quand même présente dans le top parce qu'elle a été vraiment déterminante dans le chapitre 4 et c'est une des meilleures cartes à jouer actuellement si vous jouez vert gris, mais en même temps c'est une carte qui est assez fragile et les decks se sont bien adaptés pour réussir à la contrer. Arrivé à la 4e position pour Navin. Navin qui est une carte non ancrable, 3-3 qui leur pour 2, Singer 6, donc c'est un très très bon chanteur. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut jouer une chanson qui coûte 6 ou moins. Pourquoi je l'ai mis à la 4e position? Parce que la carte a un effet qui est extrêmement puissant, vraiment broken, qui permet de stabiliser et de rendre encore plus régulier et consistant le deck Amber Steel Song. En termes de game design, pour la R&D, ceux qui développent les cartes de l'Orcana, toutes les chansons qui vont coûter 6 ou moins vont être scrutées maintenant à leur sortie, de par le fait que Navin existe. Si jamais ils printent une chanson extrêmement puissante à 6 mana, on va direct penser l'associer avec Navin pour pouvoir essayer de la jouer au tour 3 ou au tour 4. Donc voilà, c'est un personnage qui fait des choses puissantes, voire broken, qui permettent de tricher sur la mana et qui a quand même un coût qui est assez raisonnable. Oui, il est non ancrable, mais il coûte seulement 4, il a des stats intéressantes et il leur pour 2. Navin, largement mérité sa place en top 4. Je pense que même dans l'avenir du jeu, là il est très joué dans Amber Steel, c'est pas impossible qu'on puisse l'associer avec d'autres stratégies qu'on connaît pas encore. 3e position, autre carte du chapitre 1, Réponse, la 1-5 pour 4, très bonne statistique, hein, beaucoup de défense, qui leur pour 2 et qui est ancrable, mais surtout elle permet de soigner un personnage, ce qui nous permet de piocher jusqu'à 3 cartes. C'est extrêmement puissant en compétitif de piocher 3 cartes tout en étant capable de soigner un personnage. On va être capable de provoquer nous-mêmes des trades positifs pour pouvoir aller chercher ces cartes-là, à piocher ces cartes-là. On est même capable de blesser nos propres bêtes, notamment contre bleu-rouge. Ça peut être une orientation que prendrait le deck Amber Steel, de blesser ses propres bêtes pour piocher avec Rapunzel. Ça demande à l'adversaire de faire très attention avec les cartes avec lesquelles il va décider de partir à l'aventure ou avec lesquels il va décider de challenger votre board parce que Réponse peut venir instantanément punir cette prise de décision. C'est une carte qui est dans la tête des joueurs à chaque instant quand vous affrontez un deck jaune. Vous savez que Réponse peut venir vous punir et donner énormément de possibilités et de cartes advantage à votre adversaire. Pour l'instant, en termes de moteur de draw, on n'a vraiment pas fait plus efficace que Rapunzel. Dans toutes les listes qui jouent du jaune, quasiment à part les versions très agressives, on va vouloir jouer des réponses. Pareil, les stats sont folles, hein, on leur pour 2 en ayant 5 de défense. Donc une fois en plus qu'on a fait cet effet de carte advantage, de soigner un personnage tout en piochant des cartes, on se retrouve à pouvoir avoir un très très bon loreur. Bref, c'est une carte qui est toujours aussi puissante qu'au chapitre 1. À la 2e place, c'est notre ami Sisu, 8 mana, non ancrable, 5-4 qui leur pour 3, il se shift pour 6. On a de très très bons Sisu à jouer avant lui, que ce soit le Sisu à 2 ou le Sisu à 3. Donc très facile de le shifter dans certains decks. Je pense notamment sur le Sisu à 2 dans les decks bleu-rouge et sur le Sisu à 3 dans les decks violet-rouge. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va bannir tous les personnages qui coûtent 2 ou moins. Ce Sisu-là est la raison principale de jouer bleu-rouge contrôle actuellement. Si jamais le clean de board de bleu-rouge ne passait plus que par be-prepared et que ce Sisu n'existait pas, il serait beaucoup plus facile de disrupter le deck avec notamment de la discard ciblée. Le problème, c'est que toutes les cartes qui essayent de choisir une carte spécifique dans la main de l'adversaire ne ciblent pas les personnages. Et donc à ce titre-là, on ne peut pas essayer de setup son board et de se protéger d'un anti-bet de masse en enlevant be-prepared parce que Sisu va nous punir instantanément. La carte est vraiment très puissante, elle a un impact sur le board qui est délirant, elle fait donc du coup un certain card advantage quand on va pouvoir raser 2, 3 jusqu'à 4 personnages parfois sur le board de l'adversaire en une seule carte, et bien dans ce cas-là on a fait plus 3 de carte advantage tout en laissant un excellent personnage sur le board qui est capable de lorer beaucoup. C'est vraiment pour moi la meilleure carte de bleu-rouge et une des meilleures cartes du jeu actuellement. Et enfin, top 1, vous ne l'aviez pas encore vu, évidemment, c'est le Robin Hood. Il est 3-6 pour 5, ancrable. Il se shift pour 3 et on a un super support à shift qui est le Robin 2-2 pour 1. Il lore pour 2. Durant notre tour, quand on bannit un personnage adverse, on gagne 2 de l'or. Et quand il est banni par un personnage, on pioche une carte. C'est pas la carte qui fait les choses les plus broken. Je pense que Sisu, quand il est bien placé, va faire beaucoup plus de dégâts que ce Robin Hood. Mais il a les stats les plus folles du jeu. C'est-à-dire que quand vous le jouez pour 3 en le shiftant sur le Robin à 1, qui est un
très très bon support à shift. Vous vous retrouvez avec une carte qui a 6 de défense. Ça prend pas Zeus, qui est le meilleur anti-bet des decks gris. Ça a l'or pour 2, ça permet de challenger tout en prenant du lore, et en plus de ça, il se rembourse en prenant une petite carte. Il est ancrable, même quand vous le jouez à 5, il a des stats qui sont largement décentes pour un personnage à 5 mana. Il est flat, le meilleur personnage du jeu, de manière indépendante, si on ne raisonne pas en synergie ou qu'on n'essaye pas de le rapporter à certaines situations comme réponse ou Sissou qui pourront parfois être plus brillants que lui. Lui, quand on raisonne par son plancher, c'est-à-dire ce qui fait à son minimum la plupart du temps, c'est beaucoup plus élevé que n'importe quel autre personnage du jeu. On va mettre très très longtemps à avoir un meilleur floodboard, en tout cas avoir un personnage qui a des meilleures stats que Robin Hood. Tant qu'il sera présent dans le metagame, il sera joué dans quasiment tous les decks gris. C'est un excellent chanteur, c'est un personnage qui tient très très bien le board, c'est un bon loreur. Il n'y a rien que ce Robin ne fait pas bien. Donc pour moi, c'est la meilleure légendaire du jeu, et franchement d'assez loin. Il a fallu faire des choix, il y a pas mal de personnages qui auraient pu rentrer dans ce top 10. J'ai notamment 3 mentions spéciales que j'ai failli mettre dans le top 10. Je pense à Mufasa jaune, qui est structurant d'un deck qui s'appelle Mufasa roulette et qui reste quand même un vrai bon deck du format. Donc de par la représentation de ce deck-là qui tourne autour spécifiquement de ce Mufasa, on aurait pu imaginer ce Mufasa du chapitre 2 dans le top. Il y a aussi Scar, qui est une très bonne légendaire rouge qui permet de faire des clean de board intéressants. C'était un très bon personnage avant que Sissou soit édité. Sissou a naturellement pris sa place comme le personnage capable de clean le board et qui du coup ne prend pas la défausse ciblée des decks adverses. Donc voilà, malheureusement Scar n'est pas dans le top 10. Et dernière légendaire que j'aurais pu mettre dans le top 10, il y a la Ursula Violette qui empêche les decks chansons de chanter, qui est quand même pas mal joué actuellement dans les decks vert-violet, mais voilà, il fallait faire de la place. Je pense que c'était la 11e carte dans mon top, cette Ursula. Elle se shift très bien sur la Ursula 2 verte qui permet d'aller défausser une carte de la main de l'adversaire, et elle disrupte bien le plan de jeu chanson de Amber Steel, tout en étant un très bon body qui prend pas Medusa et qui lore beaucoup. Mais il fallait que j'en choisisse 10, et malheureusement, elle a fini à la 11e place. J'espère que cet exercice vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres tops de ce genre. Je pourrais faire le top des 10 meilleurs rares, des 10 meilleurs super rares, voire des 10 meilleures communes du jeu sorties actuellement. Si ça vous intéresse, on pourra faire ça dans les semaines qui vont arriver. N'hésitez pas à le dire en commentaire. En plus, vous pouvez participer du coup au petit giveaway d'un booster chapitre 5. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, à tous ceux qui la partagent. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.